Bonsoir à toutes et tous. Ravi de vous trouver, de vous retrouver. Euh, je suis ravi. J'ai tendance à trop le dire, mais je suis un ravi de la crèche, hein, il faut bien le dire. J'ai la chance extraordinaire d'accueillir et de réaccueillir. Je crois qu'il faut quand même que vous ouvriez vos micros. Michael Jérémias, qui était déjà avec nous cet après-midi et qui revient, et Frédéric Lopez, qui nous fait le plaisir de venir avec Michael nous parler de ce film que vous avez probablement vu ou revu, peut-être vu et revu. Michael, je n'ose plus le représenter parce que j'ai déjà présenté plein de fois. Champion de tennis en fauteuil, créateur d'une entreprise, Andy Amo, d'une association comme les autres qui est au cœur de ce film. Frédéric Lopez, je vais vous faire un aveu, je regarde jamais la télé, donc jusqu'à ce que je vois le documentaire comme les autres, j'ignorais absolument tout de Frédéric Lopez, et par chance, Frédéric ne me connaît pas non plus, ce qui est complètement dément. Quoi en plus, Et en plus quoi plus, vous ne me connaissez pas non plus. Non, mais ce qui est beaucoup plus grave, vous ne connaissiez même pas l'Institut de l'engagement et vous ne connaissez pas l'Institut de l'engagement. Donc, ravi de vous faire découvrir l'Institut, ravi de vous faire découvrir les lauréates et les lauréats de l'Institut de l'engagement et qu'on passe ce petit moment ensemble. Michael, Frédéric, vous m'avez demandé un truc compliqué. Vous m'avez demandé de vous rendre compte des impressions que les lauréates, les lauréats de l'Institut de l'engagement, les partenaires éventuellement de l'Institut de l'engagement qui ont vu ou revu le film, leurs impressions. Moi, cette demande, Michael, tu assumes cette demande? Je l'assume, cette demande. C'est toujours très agréable aussi de savoir un peu ce que les gens ont ressenti. Ça a été le fruit d'un travail et surtout d'une très belle aventure collective. Donc, on est évidemment soucieux de savoir ce que les gens ont pensé, leur ressenti. Tu nous diras, Michael, le bon éclairage. Ouais, écoutez, alors je vous montre, hein, j'ai une lampe ici. J'ai une petite tête un peu comme ça. On s'est vu tout à l'heure, j'étais bien éclairé. Non, mais, voilà, comme ça, on te voit là, c'est parfait. Bon, allez. Alors, pour... voilà, on a meublé pour vous laisser voir. Un petit arrêt sur l'image. C'est ça, on est bon. Je dis... Ah, ma connexion Internet est instable. Donc j'espère qu'on va réussir à se voir correctement et j'espère que je vais réussir à récupérer les commentaires des lauréates et des lauréats et leurs questions. Et là, j'appelle Mathieu à l'aide. Nous, on t'entend bien, on te voit bien. Vous m'entendez bien, c'est formidable. Mais je n'arrive pas à voir les commentaires des lauréates et des lauréats. Donc, je crois, Frédéric Lopez, que dans une vie récente et future, parce que j'ai lu un article du Parisien récent, et je sais que vous envisagez de créer un magazine citoyen, et que vous avez envie de vous intéresser à des parcours d'engagement et à des citoyens qui sont dans l'ombre et qui changent les choses et qui font la différence, comme on l'a vu très récemment dans le cadre de cette crise sanitaire. Donc je sais que vous êtes un animateur de radio, que vous êtes un animateur de télé. Et là, j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour meubler le temps que je réussisse à voir les commentaires des lauréates et des lauréats. Donc, je vous mets à votre engagement. Tu peux me raconter, est-ce que toi, Michael, tu peux me raconter en fait le dialogue que vous avez eu avant, en fait? Qu'est-ce qui est ressorti de ça? Qu'est-ce qu'on a voulu? Qu'est-ce que tu as eu à transmettre? Qu'est-ce qu'on attendait de toi? Ah, ben là, moi, c'était comme je l'ai fait d'ailleurs auparavant à la Sud l'engagement à Autran, où on s'était vu il y a quelques années avec Marc et les lauréats et les lauréates, c'est de partager mon parcours, pas uniquement de raconter mon histoire avec Marc, mais mon parcours de citoyen qui, un jour au lendemain, se retrouve à une vie ordinaire, se retrouve accidenté, la manière dont j'ai pu, moi, rebondir, grâce à quels outils, de quelle manière, et comment progressivement, dans ma vie d'homme et dans ma vie de sportif, j'ai décidé de m'engager pour un certain nombre de causes d'intérêt général. Alors moi, je suis un peu monomaniaque, tu le sais bien, le handicap m'obsède. Est-ce que c'est parce que j'ai vécu dans un fauteuil? C'est très probable. Et donc, de comment, voilà, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu le besoin, au-delà même de l'envie, de créer un certain nombre de structures, que ce soit des entreprises et surtout l'association comme les autres, pour un moment apporter moi ma contribution
voilà, un monde meilleur, un monde plus juste. Là, pour le coup, là, je te réponds à toi, mais ça te permet aussi d'avoir un peu des informations à ceux qui nous regardent. Je peux raconter notre rencontre qui a amené quelques années plus tard le film que vous venez tous de voir. Mais en fait, Frédéric, tu lançais une nouvelle émission il y a quelques années qui s'appelait Mille et une vies. Et donc tu tournais les premières émissions, et donc tu m'as invité. On se connaissait pas. Ce qui était assez drôle, c'est que j'étais le premier invité de cette émission. Et j'étais le premier invité. Et j'ai cette fierté-là d'être le premier invité, d'être choisi comme le premier invité de l'émission. Et en fait, moi, je te connaissais comme l'homme de télé, donc de ce que j'en voyais à la télé, de ce que j'en entendais. Et toi, bah, tu me connaissais peut-être de ce que tu avais vu, de ce que tes équipes t'ont rapporté. Donc en fait, on se connaissait pas du tout, on s'était jamais rencontrés. Moi, beaucoup de gens m'avaient parlé de toi en me disant, vous allez l'adorer. Et moi, j'aime pas quand on décide pour moi. Bah, voilà. Et puis moi, il s'avère que ton image publique, c'est notamment Rendez-vous en terre inconnue, qui est une des émissions les plus plébiscitées par le grand public. Et donc, sur le papier, pareil, Frédéric Lopez, c'est le mec sympa, super à l'écoute, extrêmement sensible. C'est un mec super, un mec en or. Donc, sur le papier, on est obligé de bien s'entendre. Donc, tu étais déjà jaloux. J'étais déjà jaloux que toi, tu aies cette notoriété-là et que tu as publicité de cette manière-là. Donc, déjà, il y avait un déséquilibre et que je voulais vite rééquilibrer. Et en fait, on est arrivé. Le tournage commençait. Moi, j'avais déjà rencontré des équipes avant, on me préparait, et puis j'arrive, je sonne à la porte de cette maison, et tu ouvres la porte, et à ce moment-là, en fait, un truc qui doit être extrêmement chaleureux, parce qu'il y a deux mecs à qui on a dit qu'ils sont super et qui doivent s'entendre, ça a été extrêmement froid, en tout cas, il y a une espèce de froideur, qui s'est pas vraiment ressentie à l'image, mais une froideur de bonjour, tu m'accueilles, et moi je me souviens toujours, où en gros, on se regarde. Bon, alors il paraît que t'es un mec. Et tu m'as jamais dit pourquoi t'étais froid, toi? Et parce qu'en fait, moi, de la même manière, c'est-à-dire que moi, tant que tu fais pas tes preuves, tu vois, j'ai pas de raison. Je suis pas quelqu'un de froid, je suis plutôt quelqu'un, à l'inverse, plutôt chaleureux, mais il n'y avait aucun acquis. Et donc, en fait, je me dis, ok, on va apprendre à se découvrir, on va passer du temps ensemble. Et en fait, effectivement, ça a été beaucoup extrêmement chaleureux, et ça a été, voilà, ça a été 9 heures. Je vous arrête et je vous interromps dans cet élan parce que vous allez commencer à dire des trucs douceâtres, donc ça va être abominable. Et je vais vous livrer quelques commentaires de lauréats qui viennent de voir votre film. On est à l'écoute. Vous avez les jetons ou vous n'avez pas les jetons? On est confiant. On est assez sûr de nous, a priori, les gens qui l'ont vu. 100% de ceux qui l'ont vu ont aimé. C'est con, hein, ça serait con que ça soit chez vous que les gens n'aiment pas. Les premiers qui détestent. Corentin, j'en ai pris plein les yeux et les témoignages sont prenants et très intéressants. Merci pour ce point de vue. Mélodie, bonsoir, merci pour ce film qui m'a bouleversé, rappelé mon quotidien avec des personnes dites handicapées. Ça y est, j'ai déjà perdu. Je suis ça sur un petit téléphone, c'est terrible. Voilà, c'est bien de donner les coulisses parce que c'est bien de donner les coulisses parce que de là où on est, on a l'impression que vous avez un papier que vous n'arrivez pas à lire sans CP. Ouais. On ne sait pas sur quoi vous lisez. Sur son téléphone. Ah ben voilà. Je lis sur un téléphone et en fait les messages Facebook sont très vite interrompus. Et donc quand j'appuie sur le truc, je ne vois plus rien. Donc mon quotidien avec des personnes dites en situation de handicap que j'accompagne au quotidien, je partage une expérience de vie, de travail incroyable qui a changé ma vie. C'est ouf, le documentaire est inspirant, merci pour ce film, m'a encore une fois appris beaucoup, j'ai beaucoup aimé la vision que vous avez donnée. Personnellement, ce documentaire m'a énormément touché, je me suis reconnu, bien que mon handicap, et là je mets 3 petits points et je ne continue pas, je n'appuie pas pour en savoir plus. Bref, je vais m'arrêter là parce que j'ai peur, hein. En fait, c'est des trucs que vous avez déjà entendus. Non, mais c'est pas un souci. Dans votre vie, il faut que vous soyez le premier, c'est ça votre truc? C'est ça. C'est un peu comme Michael. En fait, tu nous fais un compliment, et d'un coup, le compliment a moins de valeur parce que quelqu'un d'autre nous aura dit la même chose. Je vais chercher les critiques des lauréats et je suis sûr que je vais en trouver. Ils vont vous les rapporter. Non, mais en fait, non, c'est les mots qui comptent. En fait, c'est qu'est-ce que les gens ont vu parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens qui se livrent, il y a beaucoup d'histoires. Effectivement, tout le monde n'est pas touché par la même chose. Mais moi, ce qui me touche, et évidemment, j'ai envie que Michael me le dise, parce qu'il est au centre de ça, c'est lui qui donne le temps, et qui a créé tout ça. Mais le mot inspirant, ça me plaît beaucoup. Voilà, c'est ce que j'entendais, quoi. Mais effectivement, j'ai vécu une semaine extraordinaire. Et effectivement, Michael et tous les gens qui l'encadrent, parce qu'évidemment, les gens qui sont autour de lui le ressemblent. En moins bien, hein, Michael. Mais ils le ressemblent.
il lui ressemble. Et donc, il y a un très, très, très bon esprit. Et ce que j'appelle à la fin du documentaire ce monde idéal, c'est de ça que je parle, au fond. C'est qu'en fait, j'ai ressenti jamais aucune gêne. Et tous les sujets de conversation qui passaient par la tête étaient abordés. C'était incroyable. Incroyable. Et ce serait super si c'était partout, tout le temps comme ça. Il y aurait moins de débats sur les chaînes d'infos. Ce serait pas mal. Juste, je fais une petite précision avant qu'on échange avec les lauréats et les lauréates. Suite à cette émission, et pendant l'émission qu'on avait tournée ensemble il y a quelques années, j'ai proposé, moi, à Frédéric, de devenir parrain de l'association Comme les Autres, donc, que j'ai cofondée il y a bientôt 10 ans avec mon grand frère et ma femme, qui propose un accompagnement social dynamisé par la pratique sportive de sport à sensation forte pour des personnes qui se retrouvent blessées médulaires. Blessées médulaires, c'est des personnes accidentées de la moelle épinière, donc des paraplégiques, tétraplégiques et hémiplégiques. Et donc on s'est dit que nous, on avait les outils pour aider des personnes qui, comme moi, quand j'ai eu mon accident il y a 20 ans, pouvaient les accompagner, les aider à se reconstruire et à retrouver une vie sociale épanouie. Donc Frédéric a accepté d'être le parrain. Et rapidement, en fait, il m'a posé la question de ok, très bien, j'y vais parce que je suis enthousiaste et qu'on avait partagé un certain nombre en tout cas de nombreuses heures ensemble ce jour-là et à échanger, à se retrouver sur un certain nombre de sujets, une espèce de socle commun sur des valeurs qui nous sont communes, mais qu'en gros, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Donc il y a plein de choses qu'on a fait. On a notamment participé à Fort Boyard pour emmener Frédéric faire toutes les épreuves. C'est vrai, on a perdu toutes les épreuves et pourtant il y en a une où on n'était pas très loin qui nous a coûté, mais finalement on a gagné, ça a permis de mettre en avant l'association, ça a permis de collecter de l'argent pour l'association. Et puis en fait depuis le début on se disait quand même ce qui serait important c'est que Frédéric participe à un séjour, un des 20 à 22 séjours sportifs qu'on organise chaque année, un peu partout en France, où sont mélangés, comme vous l'avez vu dans le film, des participants handicapés, des participants valides. Et donc en fait ce que vous avez vu c'est l'illustration de ce qu'on fait toute l'année, c'est-à-dire de mélanger deux publics qui ne se connaissent pas et qui vont apprendre à vivre ensemble et qui vont faire tomber tous ces préjugés-là. Et donc en fait après il y a évidemment toute la production autour qui met en lumière ce qu'on a vécu, mais c'est pas un film, pour que les gens comprennent, c'est pas un film qui a été fait où on s'est dit tiens on écrit un film et on emmène des gens. C'est le mois précédent il y avait eu un film encore ce même endroit, pas un film mais un séjour qui avait été organisé. Donc voilà aujourd'hui ce qui nous lie autour de l'association et l'aventure que vous avez pu. Oui, et puis l'important c'est que quand tu m'avais proposé d'être parrain, ou alors tu me l'as caché, mais tu m'as jamais dit j'aimerais que tu fasses un sujet, que tu filmes. Ah non. Ça c'est important. Et tu voulais que je vive l'expérience. Et moi j'ai comme tous les gens qui font un métier, dans toutes les professions il y a des maladies professionnelles. Et moi c'était une faute professionnelle de ne pas filmer cette expérience. Parce qu'en fait, j'ai souvent dit que je ne faisais pas de la télévision. Alors, vous ne connaissez pas mon programme, mais le public qui connaît, ça s'appelle Rendez-vous en terre inconnue. Ça a réuni des millions de gens et j'explique que moi, je ne fais pas des émissions. C'est des morceaux de ma vie qui sont filmés. Et donc là, c'était la même chose. C'est que je sentais que ça allait être bouleversant et que j'allais rencontrer des gens incroyables. Et mon envie de transmission, elle est maladive, en fait. Honnêtement, des fois, j'ai envie de m'accorder des moments que pour moi. Mais là, je sentais qu'il fallait. Et j'ai demandé à une journaliste qui s'appelle Fanny Guillard de vivre le voyage. Puis elle est revenue, elle était sous le choc. Donc lui m'avait pas dit ça. Et elle était valide et elle était sous le choc. Et donc on a organisé ça et c'était particulier de devoir filmer avec beaucoup de délicatesse et d'élégance quelque chose qui se passe sans nous. Parce qu'en fait les équipes elles ont eu beaucoup de mal en fait. Elles ont galéré parce que personne nous attendait. C'était à fond la caisse tout le temps. Vous entendez tout le temps de quoi, allez 10 minutes. C'est pour de vrai. Là vous entendez deux mais c'était tout le temps. Et donc moi j'avais besoin de savoir ce qu'il y avait dans le cœur des gens et de leur poser des questions parce que j'avais envie d'être dans leur tête avant chaque épreuve. Et je me faisais engueuler parce que hop, il fallait partir faire autre chose, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est fou pour moi d'imaginer que ce que j'ai vécu là, ils arrivent à le reproduire plusieurs fois par an. Alors avec d'autres gens. Moi je peux pas. C'est comme le Petit Prince, il dit c'est pas une rose, c'est ma rose, c'est pas un renard, c'est mon renard. Donc moi, c'est eux, c'est les personnages, c'est les personnes que vous avez vues là. J'arrive pas à imaginer d'autres gens. Mais je sais que à chaque fois, depuis, je connais des gens qui sont allés en séjour et ils me racontent les mêmes expériences incroyables. Donc moi, je voudrais savoir, dans vos questions, si vous voyez passer des gens qui disent « j'aimerais faire le séjour ». Oui, évidemment. Et je prends un exemple, Sandra qui est autiste, qui est la première jeune femme autiste qui a été recrutée, qui a réussi le concours d'attaché territorial de la ville de Paris, qui est désormais en poste et titularisée. Et qui demande très précisément est-ce que les séjours sont réservés aux personnes en situation de handicap moteur et est-ce que des personnes qui connaissent d'autres formes de handicap peuvent y participer. Et Myria ajoute
est-ce que des personnes en situation de handicap mental ou des personnes hypersensibles ou des personnes dites zèbres peuvent également participer à ce type de séjour qui se retrouvent souvent aussi non pas confrontés à un accident de la vie, mais à une situation qui les empêche et entrave leur parcours. Alors là, pour répondre à la question de Sandra, les séjours, ils font partie d'un accompagnement social global. C'est-à-dire qu'en gros, on n'organise pas des séjours sportifs adaptés pour des personnes handicapées physiques, mentales ou psychiques. C'est pas ça, c'est que ça fait partie, c'est un outil en fait qu'on utilise pour redynamiser et accompagner dans leur parcours de reconstruction des personnes qui ont eu un accident de la vie au cours de leur vie, des personnes majeures, donc des personnes de plus de 18 ans, pour préciser, je ne sais pas pourquoi je précise la majorité, on sait que c'est plus de 18 ans. Et donc pour le coup... Pas pareil, j'essaie de te sauver. Oui, peut-être oui, ça diffère ici. Et donc pour le coup... Ils ne sont pas mineurs. Et voilà, ils ne sont donc évidemment pas mineurs car majeurs. Et donc là, on accompagne des personnes victimes d'accidents de la vie qui se retrouvent handicapés moteurs de manière permanente et qui sont pour l'écrasante majorité des blessés médulaires. Donc c'est des personnes qui se retrouvent encore une fois accidentées au niveau de la moelle épinière. On a entre 1500 et 2000 personnes qui chaque année se retrouvent en fauteuil roulant à cause d'un accident de la moelle épinière, donc des paraplégiques, des tétraplégiques, des hémiplégiques, ou alors des amputés très très hauts qui auraient aussi qui se retrouvaient en fauteuil roulant de manière permanente. Donc on est sur ces publics-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sensible ou ouvert aux autres publics. La réalité, c'est que nous, c'est le choix qu'on a fait parce qu'on a une expertise dans ce domaine-là. On pourrait tout à fait développer l'expertise d'accompagner des personnes qui ont un handicap mental ou un handicap psychique. Ça fait partie, en tout cas, des réflexions qu'on a sur la diversification de nos publics. Aujourd'hui, on accompagne ce public-là. Nos travailleurs et nos travailleuses sociales travaillent ensuite et prennent le relais avec ces participants handicapés qui ont participé au séjour pour les aider à retrouver une vie sociale épanouie, accéder aux droits, accéder à la santé, on en parlait tout à l'heure, accéder au logement, à l'emploi, à la culture, au loisir, au sport. Et donc voilà, on est sur ce public-là. Quentin voudrait savoir s'il faut connaître un drame dans sa vie pour vivre plus. C'est une bonne question. Super question. C'est parce que je me la pose à chaque fois que je rencontre des gens comme Michael. Moi, je crois pas. C'est qu'en fait, quand tu as un accident de la vie ou que tu vis un drame, ce qui est quand même le cas quand même de l'humanité entière. Moi, je pars du principe qu'on est tous victimes d'accidents de la vie au cours de notre vie. On s'en rend pas compte, mais la naissance est le premier traumatisme qu'on vit. On n'a pas décidé de naître. La naissance, l'arrivée dans ce monde est un premier traumatisme qui va ensuite nous conditionner toute notre existence et on ne cesse d'être confronté à des accidents de la vie, la précarité dans le travail à l'âge adulte, l'adolescence qui peut être un moment extrêmement compliqué pour bon nombre d'entre nous, la perte d'un proche, ce qui est le cycle normal de la vie, un moment des grands-parents, des parents, une séparation. Donc on est tous victimes d'accidents de la vie et en fait la réalité c'est que quand on se le prend sur le coin de la gueule, que ce soit moi ce qui m'est arrivé, que ce soit ce que je viens d'énumérer là, c'est qu'on a peut-être un peu plus tendance à prendre le temps de se dire ok bon, il m'est arrivé ça, maintenant je vais me confronter un peu plus aux choses que j'ai envie de faire, peut-être moins m'emmerder avec les choses difficiles. En tout cas, il y a parfois cet effet-là sur les gens. Mais en même temps, moi, avant et après mon accident, j'étais quelqu'un qui bouffait déjà la vie. Quelqu'un qui aimait la vie, quelqu'un de très positif, qui avait plutôt tendance à voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, je ne pense pas que c'est ce qui fait que je vis ma vie plus intensément. Après, voilà, il s'avère que la vie d'un mec en fauteuil et d'un sportif en fauteuil a rendu ma vie pas très ordinaire. Mais je pense qu'il y a la place, même si on a une vie qui, sur le papier, peut paraître beaucoup plus banale qu'avoir surmonté un terrible accident, un terrible drame, qui peut tout à fait être une vie heureuse, une vie excitante, une vie palpitante. En tout cas, moi, je veux y croire. C'est ce que tu nous transmets. Ouais, j'essaye, mais parce que Mais en fait, tu ne transmets pas parce que tu dis. En fait, c'est ta manière d'être. C'est-à-dire que, tu vois, bon, je te parle de toi, j'espère que ça ne te dérange pas, tu n'es pas trop gêné. Non, on est entre nous, c'est bon. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que transmets ça, ce que tu dis là, tu l'expliques, tu prends la peine de l'expliquer, c'est la première fois que je t'entends répondre à cette question d'ailleurs.
Après, force en fait. Je l'ai jamais posé comme ça. Et du coup, moi, j'ai la sensation que ouais, c'est pas ce que tu nous dis, c'est ta manière d'être qui est contagieuse. Voilà, il y a quelque chose de très, je sais pas, moi, j'ai passé ma vie, en fait, parfois à m'intéresser justement à ce qui fonctionne, parce que j'en avais marre d'être voilà, je trouve qu'on est dans une société qui parfois se lamente un petit peu. Quand on a beaucoup voyagé, c'est très frappant, hein. Et ça me rend triste, parce que je me dis qu'on a beaucoup de chance, beaucoup de choses incroyables, et j'aime bien porter le regard sur ce qui va. Mais toi, je trouve que tu es incroyable, parce que tu arrives à ne pas me déprimer, même quand tu me parles de ce qui ne va pas. Là, tu es quelqu'un qui fait face, en fait. Et quand tu parles des problèmes dans le pays, parce que tout n'est pas parfait, etc., machin, bon, ben, tu sais qu'il y a des combats, quoi. J'ai l'impression que c'est peut-être le côté sportif compétiteur. Tu vois ce que je veux dire, tu ne te voiles pas la face. Non, mais il y a aussi ce qu'on se disait tout à l'heure quand on échangeait avec Marc pendant la conférence tout à l'heure. C'est aussi, et ça, toi, c'est l'expérience des voyages. Moi, c'est l'expérience aussi des voyages, mais aussi de l'accident, du centre d'éducation. C'est aussi quand même de faire ce travail-là. Là, c'était la conclusion qu'on a fait tout à l'heure, mais de prendre du recul, quand même, d'essayer de faire cet exercice-là, de prendre du recul sur la réalité de ce qu'est la vie dans sa globalité, de ce qu'est la vie ailleurs, pas très loin de chez nous, dans le même pays, mais dans des situations qui sont bien plus précaires que les nôtres, bien plus compliquées. Et puis après, on peut élargir et se dire, bah tiens, encore une fois, sans faire de démagogie, hein, dans des pays où en gros l'enjeu c'est juste de savoir aujourd'hui, tiens, où est-ce qu'on va aller, comment on va pouvoir aller manger, mais pas parce qu'on est en train de crever de faim, mais parce qu'aujourd'hui, ce qui rythme nos journées, et on l'a vu dans les émissions, mais c'est une réalité pour des millions, pour des centaines de millions, voire même des milliards de personnes, c'est de vivre en fonction du rythme de ce que la nature a à nous offrir, de pouvoir aller se nourrir, de pouvoir aller se chauffer avec ce qu'il y a autour de soi, quoi, sur des besoins bien plus primaires. Alors nous, on ne vit pas comme ça parce qu'on vit en France et on ne vit pas dans ces sociétés reculées et qu'on ces modes de fonctionnement, mais c'est quand même important toujours de savoir de quoi je me plains vraiment aujourd'hui, quels sont les obstacles que j'ai vraiment, qu'est-ce qui vraiment m'affecte et comment je peux les affronter, parce que moi je pense qu'il faut s'y confronter, les affronter, et comment sans être dans le déni, comment on peut à un moment se projeter sur autre chose, en ayant traité ça. Alors il y a des méthodes, hein, on peut faire de la psychanalyse, de l'hypnose, on peut faire plein de trucs, mais aussi faire ce travail-là au quotidien, que moi j'essaie de faire, et heureusement on est majoritaire à le faire, sinon on n'avancerait pas et on serait tous malheureux. Il y a une avalanche de compliments, évidemment davantage pour Frédéric que pour toi, Michael. Hein. C'est la notoriété. Avalanche de compliments aussi sur le film. Et Myria souligne que le documentaire est si bien fait qu'on a l'impression de connaître chacune des personnes et qu'on s'attache à chacune des personnes. Ça, c'était un objectif de départ. C'est quelque chose qui est arrivé de façon fortuite. Que vous réussissiez dans un groupe, très souvent, quand il y a un film qui est fait sur un groupe, on va s'attacher à une personne ou à quelques-uns qui sont ceux qui ressortent particulièrement. Et là on a l'impression que chacun a, non pas son quart d'heure de gloire, mais que chacun apparaît et que ce séjour permet à chacun d'apparaître à soi comme d'apparaître aux autres. Moi, ça me touche que tout le monde ait noté ça. C'était le challenge, en fait, parce que, au fond, quand vous faites un documentaire ou quand vous faites un film de fiction, quand en tout cas vous racontez une histoire, il y a un casting. Là, il n'y a pas de casting. C'est-à-dire que la production, parce que moi j'étais au courant de rien, c'était ma boîte de production qui produisait, mais j'y allais pas aux réunions avec la chaîne, je devenais dingue parce que je suis contre le fric et là je savais rien. Mais du coup, ils n'ont pas fait le casting et du coup, c'est l'association qui a choisi les personnes. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'évidemment, il n'y ait pas de truc. Il fallait pas que notre présence provoque des trucs contraires. C'est-à-dire qu'en sortant, d'un coup, il y en a une qui a été starifiée parce qu'elle a fait son numéro, l'autre qui est totalement absente. Enfin, ça aurait été horrible qu'en fait que notre présence ait des conséquences. Donc, il fallait que tout le monde soit, présent. Et la difficulté, c'est que dans la vraie vie, il y en a qui parlent plus que d'autres, il y en a qui sont. Donc, c'est pas simple. Il y en a qu'il faut aller chercher pour qu'ils se confient. Et puis surtout, il y a des heures et des heures et des heures parce qu'on vit ensemble presque une semaine. Et comment faire pour choisir? Parce qu'ils ont tous un tout petit moment, on est 12. Et donc, comment faire pour choisir l'histoire qui va représenter ce qu'ils ont à transmettre? Et chacun, en fait, ils incarnent un fragment, on va dire, et c'est vrai que je leur ai dit qu'il y a beaucoup d'universalité dans ce qu'ils disent, parce qu'ils sont acceptés dans des choses très personnelles. Je crois que c'est Victor Hugo qui disait « Tout ce qui est personnel est universel ». Et ils ont tous raconté, Catel, enfin tous,
On me parle tous les jours. Hein, voilà, quand je croise des gens, ils me parlent de ce documentaire et ils me parlent des prénoms de Quentin sur la plage, qui sont devenus des séquences, alors que c'est des morceaux de vie. En fait, il y en a eu tellement d'autres qui n'ont pas été filmés. Et donc, voilà, je suis heureux que tout le monde était attachant, effectivement, et qu'on sache pourquoi ils étaient là et qu'est-ce qu'ils y avaient trouvé. Et tout le monde a baissé les armes. Et c'est ça qui était assez incroyable. On n'était pas dans la méfiance alors qu'on ne se connaît pas. Et ça, c'est grâce à Michael. Michael, tu fais partie de tous les séjours. Tu es indispensable à un séjour. Si tu n'es pas là, ça ne se passe pas de la même façon. J'aurais pas dû dire ça. T'imagines si je faisais 22 séjours, moi, je serais bien embêté pour vivre, tout simplement. Non, moi, je m'assure de faire... moi, je suis président de l'association maintenant. Je suis cofondateur président. Moi, je m'assure de faire au moins un séjour par an. Depuis la création. Je suis évidemment pas indispensable à l'association et au bon déroulé de ces séjours. Comme vous l'avez vu dans le film, il y a 10 participants, donc il y a 5 personnes récemment accidentées en fauteuil roulant, il y a 5 personnes valides, qui sont des personnes qui ont voulu un moment intégrer l'association, participer à ces séjours sportifs, vivre une expérience. Et puis il y a 2 personnes. La personne, c'est le duo encadrant. Il y a un responsable de séjour. Donc là, dans le film, c'est Arian, là, mon pote qui a les cheveux blancs, que tu connais, Marc. Qui a toujours eu les cheveux blancs, je crois que lui, il a les cheveux blancs. Depuis l'âge de 15-16 ans, il a les cheveux blancs. Et puis tu as un référent handicap qui, là, dans ce film, et dans ce séjour-là, c'est moi. Il m'est déjà arrivé d'être un peu référent handicap à responsable de séjour, mais là, on a bien scindé. Arian responsable de séjour, moi référent handicap. Sur les autres séjours, on a plein de référents handicap. Les référents handicap, c'est des gens qui, comme moi, se sont réalisés dans leur vie de personne handicapée. C'est-à-dire qu'en gros, pour qui le handicap fait partie de leur vie, qui ont été eux-mêmes victimes d'un accident de la vie, et qui sont reconstruits, qui ont une vie heureuse, épanouie, et peu importe qu'ils soient sportifs ou pas. D'ailleurs, je vais être le seul champion paralympique parmi les référents handicap, mais on a des gens qui représentent la société dans toute leur diversité. Et des responsables de séjour, c'est des gens qui, comme Fred, par exemple, sont partis en séjour et ayant pris du plaisir, ont montré des capacités par exemple de leadership, de management, et qui ont envie de repartir et de s'engager encore plus, et qui peuvent devenir responsables de séjour une fois qu'on les a formés. Donc les séjours, ils sont uniques pour les participants, valides et rendis, c'est-à-dire qu'on ne repart pas en tant que bénéficiaire. On peut repartir uniquement quand on est valide en tant qu'encadrant, et pour les personnes handicapées, c'est un one-shot, et ça fait partie justement du dispositif d'accompagnement. Il faut savoir que tous les séjours sont gratuits. Donc nous, l'enjeu, c'est de mobiliser, de toucher le public le plus large possible dans notre objet social. Alors pourquoi il est gratuit ? Parce qu'on est sur des populations qui sont souvent en situation de précarité. Quand on venait d'avoir un accident de la vie, pour un grand nombre d'entre nous, notre monde s'écroule. Et puis la question de la précarité, de la perte de l'emploi et des fois de l'histoire familiale compliquée fait qu'on ne va pas rajouter justement la discrimination en fonction des ressources de chacun. Mais moi, ma patte, c'est juste ma personnalité, mais la richesse de l'association, c'est qu'on a des référents handicap et de séjour extrêmement stimulants, extrêmement dynamiques, extrêmement inspirants. Alors oui, peut-être le fait que ce soit moi un peu mon asso et ma petite notoriété fait qu'il y a peut-être un supplément d'âme, mais encore une fois, moi j'ai vu des séjours, parce j'ai des retours sur tous les séjours, en tout cas quand je demande, et les séjours sont tous extrêmement forts. C'est pas une caméra ou plusieurs caméras dans l'occurrence qui rajoutent de l'intensité au séjour. Bien au contraire, c'est pas un plus de ce point de vue-là. La présence de Frédéric était peut-être au tout début même plutôt inhibante parce que plaisir. Non mais forcément les gens qui te connaissent à travers les médias, tout le monde n'est pas forcément à l'aise. Je me souviens, on avait fait un retour après un séjour qu'on organise, on s'assure toujours avec tous les participants de se retrouver. Et donc on avait organisé après un séjour qu'on avait fait à Marrakech. On s'était retrouvés pour un week-end pour voir le film qu'on avait passé, parce que dans tous les séjours qu'on organise, on fait un film, mais pas avec les mêmes moyens. C'est juste un caméraman avec sa caméra et ses GoPro qui nous fait un petit film un peu institutionnel, un film de souvenir. Et on avait invité, dans sa qualité de président de la France s'engage, on avait invité François Hollande et Julie Gaillet à passer le week-end avec nous. Et quand ils ont vu François Hollande arriver, peu importe leur conviction politique, il y a eu quand même un petit temps, un petit temps d'adaptation. Il y a les gardes du corps qui arrivent, c'était plutôt cool. Ils sont pas arrivés, ils étaient plus en exercice. Mais quand tu as François Hollande qui arrive,
ça reste l'ancien président. C'est vrai que j'ai pensé que ce serait un droit de venir sans les gardes du corps. C'était mieux, ça nous a permis un petit peu de briser glace plus rapidement. Mais donc forcément, voilà, c'est en aucun cas la présence de Fred et la mienne qui font que le séjour, il est encore plus intense. Il y a eu des séjours d'une puissance et d'une intensité et dans lesquels j'étais pas, heureusement, parce que sinon la société ne pourrait pas opérer. Myria encore, et qui manque vraiment de clairvoyance, écrit tellement de sagesse, Michael, c'est dingue. Je ne connais pas vraiment. Je peux vraiment t'associer à plein de superlatifs et à plein de qualités. La sagesse, oui, peut-être. J'y avais pas pensé spontanément, mais on aura l'occasion d'y revenir. J'avais envie, moi aussi, de le vanner, hein. Je comprends ce que tu dis. Et en même temps, il y a une scène où il est avec Céline qui dit juste, bon, c'est pas facile. Et elle parle de la base de tout. Ce qu'elle dit marche pour tous les gens qui sont concernés. Et sujet par sujet, il montre qu'il les a traversés, etc. Et franchement, parce qu'il les a traversés, c'est une expérience de la vie. Il les rend légères. Parce que il est drôle, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des choses vécues. Et donc, malheureusement, ça m'arrache la figure de te faire un compliment, mais oui, je crois qu'il y a de la scène. Non, mais alors, pour préciser, c'est que Marc m'a connu en 2008. Donc en 2008, ça faisait 8 ans que j'avais eu mon accident, donc c'était il y a 12 ans, j'étais un chien fou célibataire, sportif de niveau qui voyageait à travers le monde, qui alors qu'il intégrait, une formation continue à Sciences Po pour préparer ma reconversion en partant avec la Fondation Lagardère, donc quelque chose qui était important pour moi, j'ai quand même réussi à me faire attraper parce que j'avais triché dans un exercice que Marc m'avait demandé, c'est-à-dire que dans un rapport justement qui s'était construit, un rapport amical qui s'était développé bien au-delà de notre relation de tuteur et de tutoré, et pour le coup, je me suis retrouvé sur un devoir qui me faisait chier, qui m'avait demandé de faire, à pomper lamentablement sur Internet un copier-coller. Et il me l'a renvoyé, et ça a été d'une violence parce qu'il m'a envoyé le lien parce que je pensais que les profs n'étaient pas aussi malins que ça. Ou alors je devais vraiment être très con, c'était peut-être plus ça. Il m'a renvoyé mon devoir avec le lien de ce que moi j'avais trouvé, pensant que j'avais été super finot pour aller trouver le lien que forcément il ne trouverait pas. Il m'a dit qu'est-ce que je dois faire. Et ça a été une bonne leçon parce que j'étais évidemment très embarrassé. Tu vois, c'est pas un truc que tu fais à 12 ans où tu t'es fait prendre la main dans le sac. C'est un truc que tu fais à 27 ans. Bon. Et donc oui, il m'a connu moins sage, moins honnête, moins rigoureux que je le suis peut-être devenu, mais tout en gardant cette petite folie qui, j'espère, m'anime encore. Mais si, il sait que j'ai des moments de sagesse. De temps en temps. La folie et la sagesse, c'est un concept à tout seul. Mais il faut garder cette dualité. Marion se demande ce que deviennent les personnes qui participent au séjour, et notamment celles qu'on a vues dans le documentaire. Et j'ai envie d'ajouter, et c'est une question qu'on se pose après les universités de l'engagement en vrai, quand des choses extrêmement fortes se sont passées entre un groupe de jeunes avec des façons, encore une fois, de se dire, d'oser révéler, de partager des choses qu'on n'a pas l'habitude de partager avec des gens qu'on n'avait jamais vus avant et que peut-être on ne reverra pas après. Fred, tu peux peut-être répondre, puisque j'ai... Moi, ce que tu es encore en contact avec ces gens-là depuis le mois de septembre de l'année dernière? Alors, il y a un groupe WhatsApp où il y a 50-80 messages par jour. Et aujourd'hui, pour des raisons techniques, j'ai mis les notifications pour la première fois. Mais bon, il se trouve que j'ai lu, ils le savent pas parce que je réponds pas. Je leur ai dit que moi, je sais pas ce quoi dire dans ce truc global, mais je les lis, je les ai tous lus depuis le début. Et donc, chacun se raconte, etc. Il y en a qui sont plus présents que d'autres, mais le lien existe. Et surtout, on a tous vécu une énorme frustration. C'est que, effectivement, moi, je suis plus pour le réel et les contacts en réel, et on avait tous envie de se voir. Et en plus, nous, il y avait un film, même si il n'y a pas de film, on aurait eu envie de se revoir. Et on est resté bloqués, confinés, etc. Et donc, ça a été terrible, parce qu'en fait, on s'est vu en vidéo. Et donc, on attend les dates. C'est en septembre, je crois. Mais j'ai pas les dates. Faut pas les dire. Il faut qu'on les décide de toi et moi, d'ailleurs. Okay. Mais oui, donc en fait, oui, il se crée des liens extrêmement forts, globalement. Après on n'accroche pas forcément, mais il s'avère que ce séjour-là a fait que ce groupe WhatsApp vit comme jamais, qu'il y a des gens qui se sont déjà retrouvés entre eux, il y a des amitiés qui se sont créées, il y a des attentes extrêmement fortes. On s'est retrouvés le soir de la diffusion du film pour un Facebook Live, mais alors qu'on devait le faire ça
physiquement, on devait tous se retrouver. Et nous, nos retrouvailles, elles n'ont pas encore eu lieu, donc on doit se retrouver pour un week-end de retour d'expérience. Et bon, là, pour nous, ce sera pour fêter nos 1 an, puisque le séjour a été fait en septembre l'année dernière. Covid oblige, ça a décalé tout ça. Donc oui, il y a des liens extrêmement forts qui se créent. Et ça, c'est la liberté de chacun, après, d'entretenir ou pas les amitiés et ces amitiés naissantes. Après, par rapport à l'association, nous, tous les participants handicapés qui rentrent dans le parcours d'accompagnement, c'est-à-dire qui acceptent notre proposition de faire cet accompagnement social, et nous on les suit pendant 1 an, 2 ans ou plus, en fonction de leurs besoins, pour justement leur donner tous les outils que l'association a à offrir pour ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, l'accès au droit, santé, logement, emploi, tout ça. Donc ils viennent pas faire un séjour, ils s'éclatent 5 jours, ils vivent une expérience incroyable, et puis ils rentrent chez eux. Ça on ne le fait pas. Il avait failli avoir son petit coup d'adjudant. Ça marche pas, hein? Non, pas de ça de chez nous, pas de ça de chez nous. Manon écrit « J'ai encore plus envie de devenir ergothérapeute ». Et puis d'autres lauréats. Parmi les lauréates et les lauréats de l'Institut de l'engagement, et parce qu'ils ont fait des missions d'intérêt général, des volontariats de service civique, souvent auprès de personnes en difficulté ou en fragilité, ils ont découvert une vocation et l'envie de faire d'entreprendre des formations de travail social. Et donc, on a un grand nombre d'éducatrices et d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants, de travailleurs sociaux de façon générale. Et là, tous écrivent pour dire leur disposition pour venir participer à un séjour, accompagner, etc. Et évidemment, c'était un des objectifs en vous invitant, en diffusant ou en rediffusant ce documentaire, en le faisant découvrir ou redécouvrir, que de confirmer dans leur vocation, dans leurs envies, dans des jeunes qui sont en train, et comme nous tous, de continuer à se construire. Et donc merci, moi aussi je le dis, et je le dis avec émotion, de permettre ça aussi, de permettre à ces jeunes que l'Institut de l'engagement accompagne dans leurs projets, de se sentir affermis dans leurs projets, en regardant l'action d'une association comme les autres, et de voir concrètement ce qui s'y passe, et de voir que finalement, et j'imagine, Michael, et particulièrement après le documentaire, la très longue liste d'attente de tous ceux qui veulent, parce qu'ils ont connu un accident de la vie ou parce qu'ils ont des compétences ou parce qu'ils n'en ont pas, participer au séjour. Mais je trouve ça formidable que le film suscite l'envie, au-delà de susciter l'émotion, au-delà de susciter l'admiration, au-delà de susciter plein de choses. Et évidemment, vous lirez, on vous transmettra tous les messages. Et puis, vous ne voyez pas, mais je vois sur mon téléphone les pouces levés, les likes, les cœurs, les machins qui s'envolent. C'est unique. Je voudrais rebondir là-dessus. Alors, effectivement, le ressenti, les émotions, c'est la force aussi de l'image et de ce que le film voulait partager et faire ressentir. Et donc ça, on le sait, on l'a vu, on l'entend, et c'est évidemment quelque chose qui meut, mais qui nous tient à cœur. Et de ce point de vue-là, on sait que le pari est réussi. Ce qu'on mesure pas au début, c'est à quel point justement ça va susciter des vocations, à quel point les gens vont avoir envie de s'engager ou vont avoir envie de confirmer le projet dans lequel ils s'étaient lancés. Ce que tu me dis, ça ne fait que renforcer ce que je pense profondément, c'est que ce film, c'était un outil. C'est ce qu'on voulait, que ce soit une espèce d'outil un peu universel. Tu vois, je le vendais comme un film d'intérêt public, d'intérêt général. Et pour le coup, aujourd'hui, la fille qui dit que plus que jamais ça l'a motivé à être ergothérapeute, que vous ayez des éducateurs spécialisés, des travailleurs sociaux, que les gens aient envie de continuer à s'engager dans ces voies-là. Évidemment, continuez plus que jamais. Si ce film a pu vous conforter dans ce que vous ressentiez plus profond de vous-même et dans ce que vous avez déjà commencé à faire, allez-y. L'association comme les autres, aujourd'hui, à date, là, ne recrute personne parce que voilà, c'est pas d'actualité, mais aujourd'hui, vouloir participer à des séjours comme participant valide, évidemment,
inscrivez-vous, vouloir vous engager, parce qu'on est présent on a 50 en France et on a vocation à se développer sur tout le territoire. N'hésitez pas, on répondra et on traitera toutes les demandes. Évidemment, on ne satisfera pas toutes les demandes, mais évidemment, il faut le faire. Et encore une fois, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, et l'Institut de l'engagement porte bien son nom, la notion de l'engagement, la question de l'utilité sociale. Moi, je suis le plus heureux quand, dans ce que j'ai pu faire, j'ai eu un impact positif, inspirant sur ne serait-ce qu'une personne. Et donc, en fait, c'est aussi pour ça que très vite, jouer au tennis n'était pas du tout suffisamment satisfaisant dans ma vie d'homme. Parce qu'en fait, à part satisfaire un ou deux fans qui te regardent et qui aiment ta manière de jouer au tennis, bon, t'apportes pas grand-chose à ton petit niveau à l'humanité. Et par contre, quand tu commences à créer des structures, et notamment comme l'association comme les autres, tu mesures à chaque fois, chaque personne. On le voit avec Fred, et d'ailleurs pas que les handicapés, les valides aussi, à quel point les 10 personnes qui sont parties avec nous, enfin les 12 puisqu'il y avait 2 encadrants, à quel point il y a eu un avant et un après. Je ne sais pas si je m'avance trop là-dessus, Fred, mais en l'occurrence, ce n'était pas juste 6 personnes handicapées qu'on accompagnait, tu avais 5 personnes, tu avais 12 êtres humains qui se sont retrouvés, qui ont passé 6 jours ensemble et qui se sont ouverts comme jamais, qui ont pu affronter un certain nombre de préjugés ou qui avaient mis de côté beaucoup de peurs, d'histoires personnelles qui sont un peu ressorties. Et moi, j'ai l'impression et je le vois sur ce groupe WhatsApp, et puis je le vois depuis 10 ans avec l'association, qu'il se passe quelque chose d'extrêmement fort quand on vit ces aventures-là. Et parce qu'à un moment, on a fait quelque chose qui a du sens, qu'on a arrêté de se positionner uniquement par rapport à soi, qu'on s'est ouvert, qu'on est sorti un peu de sa zone de confort. Et voilà, et là, quand tu parles des métiers que tu m'as décrits, tu es ergothérapeute, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, là, tu es en plein dedans. Et donc ça, c'est pour moi des métiers dans lesquels je peux évidemment vous encourager d'aller. Oui, puis alors, on aurait l'impression que je veux copier Mickaël. Heureusement, vous avez précisé tout à l'heure que je travaillais sur une émission sur un journalisme d'impact, mais ça, c'est un combat. Ça fait 4 ou 5 ans que je mène, figurez-vous, en très très haut lieu, etc. Et ça fait peur parce qu'on est tous programmés, les journalistes. Vous savez, j'ai fait une école de journaliste et on nous apprend, on ne soit pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure. Et ça, malheureusement, ça déforme le cerveau de ceux qui nous informent. Et donc, ça donne une représentation du monde qui est une distorsion de la réalité. D'accord ? Parce que les gens qui connaissent qui travaillent à la SNCF, ils savent que 99,9% des trains arrivent à l'heure. Quand on parle d'eux, c'est quand ça ne va pas. Et moi, je suis assez triste, justement, de toutes ces informations, toute la journée, qui nous racontent que tout va mal, que les gens sont inquiets, que tout va mal. Alors, il y a des vrais problèmes, évidemment, mais moi, je préfère avoir comme source d'information ceux qui affrontent ces problèmes, ceux qui affrontent ces fléaux, ceux qui font quelque chose. Mickaël, encore une fois, au-delà du fait que, oui, c'est quelqu'un d'hyper attachant, charismatique, dans les faits, à la question à quoi j'ai servi, finalement, mon passage sur Terre a servi à quelque chose, je ne vais pas te faire dire le nombre encore de gens qui ont participé à ce séjour, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, tu as changé la vie de centaines de personnes. Et donc voilà, et donc moi je suis assez ému de savoir que ceux qui nous écoutent sont des lauréats dans ces domaines-là. Ce sont des gens qui ont fait des choix de métiers d'aide, d'entrepreneuriat social, et donc visiblement les gens qui nous écoutent et qui nous organisent ce soir, c'est des gens qui n'ont pas oublié que la quête de sens, c'était un des premiers trucs, un des premiers secrets du bonheur. Et donc en fait, moi j'ai fait des émissions qui étaient mes pires échecs commerciaux, c'est des émissions qui n'ont pas marché, c'était des émissions sur le bonheur, et j'avais fait parler des scientifiques parce que je ne voulais pas faire parler des charlatans, et on sait que ce qui rend heureux, voilà, c'est souvent l'altruisme, le fait de dire merci, la gratitude, et toutes ces notions et ces valeurs dont le monde a vraiment, vraiment besoin. Et moi je sais que le monde est en train de changer. Alors les médias traditionnels passent à côté parce qu'ils parlent de l'arbre qui tombe, on ne parle pas assez de la forêt qui pousse, mais là j'aime bien les lauréats, je les vois comme des jeunes pousses là, et je suis impatient que de déconnaître des visages. Si un jour il y a une remise de prix, quelque chose, nanana, vous nous invitez, moi je viendrai. Parce que vraiment, ça me plaît de rencontrer des gens qui changent le monde. Eric, c'est promis. La prochaine université de l'engagement, en vrai, qu'on espère pouvoir réaliser en réunissant des centaines de jeunes comme on le fait, comme on aime le faire, devrait se dérouler à Paris les 26 et 28 octobre, donc save the dates. Et on sera super content de vous accueillir. Ah ben il est note, et ben voilà. Et voilà, j'ai fait Frédéric Lopez. En fait, je fais le show parce que ça s'arrête en juin. Mais tu vas me le rappeler un peu. Leïla a écrit, et c'est pas une question, mais c'est énorme. En 1h30, ça permet de se mettre à réfléchir sérieusement.
Ouais, évidemment, un film à impact, une activité associative à impact. J'ajoute, j'ai parlé des travailleuses et des travailleurs sociaux. À l'Institut de l'engagement, il y a des lauréates et des lauréats vous avez parlé, Frédéric, d'entrepreneurs sociaux qui créent des activités. J'ai en tête Léanie qui voulait créer une structure pour s'occuper des besoins affectifs des personnes en situation de handicap, besoins affectifs et sexuels des personnes en situation de handicap mental, je vais y arriver. Et ça n'est qu'un des exemples de jeunes qui entreprennent plein de choses. Et puis on a des jeunes qui font des études a priori très classiques, mais qui leur étaient souvent interdites dans les meilleures écoles de management, à Sciences Po, dans des écoles d'art, etc. Et qui ont des projets qui sont des projets de prise de responsabilité dans des structures qui sont des structures à impact qui, évidemment, vont avoir du sens. Alors, ça ne les empêche pas, et c'est amusant, ces lauréates et ces lauréats qu'au quotidien, j'admire, hein, dont je vois l'extraordinaire énergie, l'extraordinaire diversité de leurs projets, de réagir au film en disant ce film donne une patate incroyable, une énergie incroyable, comment je transforme cette énergie en acte? Il y a Alison qui écrit ça, il y a Sofiane qui écrit ça, et ça me fait marrer parce que c'est justement des jeunes qui passent leur temps à emmagasiner de l'énergie pour la transformer immédiatement en acte, mais qui posent encore la question. Comment est-ce que je transforme cette énergie en acte? Ils le font déjà. Quand tu es à l'Institut de l'engagement et tu as déjà fait cette démarche-là, quand tu es lauréat de l'Institut de l'engagement, tu es dans ce processus-là, quand tu es dans cette projection que tu n'acceptes pas la fatalité qui viendrait à dire que moi, j'ai pas accès à ça parce que je suis telle origine, moi, j'ai pas accès à ça parce que je suis handicapé, moi, j'ai pas accès à ça parce que ça m'est interdit pour toutes les raisons que tu évoquais quand tu présentais tout à l'heure à Frédéric l'Institut de l'engagement. Ils sont déjà dans le refus de ce que la société nous impose. Et moi, sans avoir été lauréat de l'Institut de l'engagement, c'est ce que je me suis dit quand j'étais en centre d'éducation. C'est que la société elle m'a dit voilà ce que tu ne pourras pas faire, ça tu pourras peut-être le faire, mais tout le monde m'a dit que ce serait super compliqué, donc plutôt va là et va pas ici. En fait, il n'y a rien qui légalement m'interdit d'aller dans la direction que je veux choisir. Et c'est ça que l'Institut de l'engagement permet, et c'est ce que déjà tous les personnes qui nous regardent ont entrepris. Donc la transformation, elle s'opère déjà. La transformation, c'est pas j'ai vu le film, demain je vais postuler à tel job parce que c'est celui-là, c'est ce job dont je rêve. Par contre, si vous avez des projets qui sont engagés, plus que jamais, si ce film peut aider, mais d'autres choses qui peuvent vous inspirer, allez au bout de vos projets, allez au bout de vos envies ou de vos désirs. L'avantage de l'Institut de l'engagement et de son réseau, c'est qu'on va vous aider à le faire. C'est toute son utilité. Et qu'aujourd'hui, on n'a qu'une vie et qu'il n'y a personne qui peut vraiment nous dire et décider pour nous ce qui est vraiment bon pour nous et ce qui peut nous rendre heureux et qui plus est dans des domaines dans lesquels vous prédestinez. Mais quand bien même demain, l'un ou l'une d'entre vous deviendrait directeur marketing d'une boîte qui a priori produit des choses qui ne sont pas très utiles à la société, qui ne sont pas indispensables et qui ne sont pas particulièrement écologiquement responsables dans leur façon d'être créées, mais qu'en parallèle de ça, vous avez une prise de conscience sur ce que c'est d'avoir une utilité sociale, d'être utile aux autres. Il n'y a pas que le travail c'est important, mais il n'y a pas que ça. Et vous avez toute la liberté sur votre temps libre, sur votre temps familial, votre temps amical, de vous engager. À un moment, ça peut être l'engagement associatif. Vous savez, c'est pas de vos générations, mais pour les anciens comme Frédéric, Marc et moi, je m'inclus dedans, la BA, nous quand on était jeunes, t'as fait ta BA. T'as fait ta BA, BA ça veut dire bonne action, t'as fait ta BA, en gros t'as aidé un pauvre aveugle à traverser la rue, c'est bien, et puis voilà. Mais non, mais la bonne action, la vraie bonne action, c'est-à-dire faire quelque chose qui sur le papier est désintéressé, où on se dit qu'on va le faire pour l'autre, c'est-à-dire pour un moment juste apporter notre maigre contribution à l'épanouissement, au bien-être de son prochain. C'est quelque chose qui vous rend profondément heureux. Donc vous pouvez demain faire n'importe quel boulot, mais si vous trouvez ce temps-là dans l'année d'aller un moment faire justement cette bonne action, vous contribuerez à une société plus juste, plus épanouie, et puis ça vous fera un bien fou. Car aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. Moi, quand je reviens d'un séjour comme ça, bon, ok, on est épuisé parce que c'est un rythme intense,
Et moi, je suis gonflé à bloc pour 1 an. Je suis gonflé à bloc. Je me dis, aussi dur que c'était de se replonger dans ce qu'ils sont en train de vivre, des personnes qui viennent d'avoir un accident, de me dire qu'ils ont encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Mais la manière dont on se nourrit de ce qu'on a pu apporter à notre petit niveau, c'est extraordinaire. Donc pour moi, vous avez déjà tout compris. Le film, si ça peut être un accélérateur, tant mieux, mais vous avez déjà largement entrepris cette ascension vers vos projets. Voilà. Et donc, c'est rigolo parce qu'effectivement, Michael le souligne, c'est étonnant d'entendre dans la bouche des lauréats cette phrase « Comment je transforme mon énergie ?» Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se la posent. Mais là, pour le coup, ils ont déjà fait leur part, comme on dit. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'acteurs du changement, de changemakers. Et s'ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience, j'ai remarqué que les changemakers, souvent, ils ne prennent pas soin d'eux. Ils ne s'occupent pas d'eux. Ils veulent sauver le monde. Et donc, ils sont un peu... comment on appelle ? Ce que je veux dire, c'est que quand ils disent comment on peut transformer en énergie, je pense qu'ils font déjà bien ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils ne sont pas obligés. Enfin, cette sensation de c'est jamais assez, c'est complexe parce qu'on fait tous notre part, etc. Et moi, j'ai vraiment la sensation que les mentalités changent. Et évidemment, pendant la pandémie, je me suis régalé d'entendre des mots qu'on n'entendait pas au journal de 20h, qui démarraient par des applaudissements. Alors évidemment, tout ça va très très vite. On dit que c'est déjà éphémère, mais moi, je pense qu'on l'a vécu. Je pense que dans notre expérience, on a vécu cette expérience du confinement qui était intime et à la fois collective, et qu'il y a des choses, chacun d'entre nous, des petits trucs qu'on va vouloir garder. Et j'espère que la société aussi, évidemment. Mais en tout cas, j'ai vraiment la sensation que ces lauréats sont les contemporains d'un monde en mutation. C'est-à-dire, pour l'instant, il y a un décalage entre l'histoire qu'on nous raconte, dans les récits un peu... Moi, ça me rend fou, je dis à tous ces jeunes, mais parce qu'on sait que quand on regarde de la fiction, ce qui marche le mieux, c'est les enquêtes. D'accord ? Donc, il y a des crimes partout. Les anciens regardent sur la 3, des crimes. Sur Netflix, c'est que des crimes. On a l'impression qu'il n'y a que des crimes. Les documentaires qui marchent le mieux, c'est les crimes. Et du coup, on a l'impression que le monde est... Mais en fait, non, il se passe plein de trucs formidables. Des gens qui agissent. Et c'est vrai que ma source d'information, c'est rarement les chaînes info. C'est plus mes potes qui ont des instituts comme le vôtre et des associations comme le vôtre et qui aident... qui aide chacun d'entre nous à avoir un impact positif. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose... Moi, j'ai 53 ans. C'est un terme que je ne connaissais pas. Je trouve ça triste et dommage qu'on ne nous ait pas appris ça dès l'école primaire. Qu'on pouvait tous, comme dit Mickaël, mais qu'est-ce qui m'empêche de... Parce qu'il y a une loi, et tout ce qu'on s'empêche de faire parce que ce sont des croyances. Et en fait, voilà, les gens qui font sont les plus heureux déjà, donc ça c'est cool, et qui sont en action. Et donc voilà, donc... moi, je suis ravi que ce film donne envie, que ça donne de l'énergie et que ça donne envie, encore une fois, d'en faire plus. Et donc, vous me confirmez que 100% des gens qui ont vu le film ont aimé alors. On dirait bien. Et j'ajoute Mathilde qui fait semblant de poser une question, mais qui dit surtout que son projet, c'est de créer une association de sensibilisation au handicap invisible. Alison qui dit que son projet, c'est de parler de handicap en milieu scolaire. Sofiane qui... dit que son projet, c'est de créer des games, des jeux éducatifs pour faire de la sensibilisation à la responsabilité sociale, sociétale, environnementale. Et je prends là que quelques exemples. Donc, ouais. Il y a la place pour tout ça. Il y a la place pour tout ça. C'est ça qui est bien, c'est que là, tous les exemples que tu as cités, il y a vraiment la place pour tout ça. Si on prend l'association pour éclairer un petit peu les gens sur la question du handicap invisible, il y a évidemment la place là-dessus. Les personnes qui voulaient tout à l'heure s'engager sur les besoins affectifs et sexuels des personnes handicapées mentales, et d'ailleurs élargir le champ, là, en l'occurrence des personnes handicapées. Ce sont des sujets, ce sont des vrais sujets, et dans lesquels il y a beaucoup à faire, et qui en plus peuvent toucher beaucoup de monde. Ce ne sont pas uniquement des sujets qui concernent 3 personnes parce qu'on est sensible. En plus, ils ont la force de réunir beaucoup de monde, et ce sont des sujets aussi transversaux qui ne vont pas être uniquement, si vous lancez là-dessus, n'êtes pas uniquement sur du médical, vous êtes sur l'éducation, vous êtes sur de la santé, vous êtes aussi sur le rapport qu'on a à la liberté. Par exemple, sur la sexualité des personnes handicapées, vous allez voir que l'accompagnement sexuel en France, c'est interdit, qu'il y a des pays où c'est autorisé, donc vous allez aussi vous rendre compte que c'est un gros travail à faire. Et si vous avez besoin d'aide, je ne serai jamais loin, parce que c'est un sujet sur lequel je me suis déjà positionné, que je prendrai peut-être à bras le corps un jour. Mais en l'occurrence, oui, tous ces sujets sont extrêmement inspirants, quoi. Là, de ce que tu décris, t'as qu'une envie, c'est de leur dire, putain, mais allez-y vraiment, quoi. Mais ils y vont, hein. Je sais qu'ils y vont. C'est rassurant.
cette génération. D'accord. Fabio m'écrit et je trouve que c'est chouette. En fait, tout le monde a validé, hein, Frédéric, votre participation à l'université parisienne de fin octobre. Michael, tu viendras aussi, évidemment. Et Fabio me recommande de vous trouver une chambre en solo pour éviter les tachycardies nocturnes. Donc, voilà, il y en a qui n'ont pas dormi pendant le documentaire, c'est pas mal. Fabio, bien joué. Il est 23h. Je vous laisse le mot de la fin. En général, c'est Michael qui conclut. J'allais dire, Fred, on t'écoute. Fred, on t'écoute pour que je conclue après toi. Et donc, non, que dire, c'est vraiment un moment très particulier parce qu'on entend, c'est quand même cette histoire de gratitude et d'altruisme qui vont bien ensemble. Parce qu'en fait, on est là comme ça, à 23h avec Michael, on entend des gens qui nous disent merci. Bon, super, mais moi, quand j'entends ce qu'ils font, je fais comme Michael, je dis foncez, merci d'exister, quoi, merci d'exister. Donc moi, je suis très très heureux de cette soirée, je suis très heureux de savoir que le film a une vie en dehors de la télévision, c'est même inédit pour moi, parce que d'habitude, c'est un an de travail, quand je fais quelque chose, ça passe à la télévision, et puis voilà, il y a des gens qui regardent, des gens qui ne regardent pas, et à la fin, c'est résumé par un chiffre. Et moi, je passe à autre chose, il me reste du monde. Et là, de savoir que je sais que ce film existe, et qu'il a une part effectivement d'universalité, il est intemporel, et l'idée que ça ne s'adresse pas que aux gens qui sont dans cette situation, d'ailleurs ça marche pour tout le monde. En fait, ce film parle de nos peurs. Il y a les personnes handicapées qui disent, comme Maïlis, j'ai peur de plein de choses, et puis il y a les valides qui disent j'ai peur de ça. Ça parle de nos peurs, et ça parle de notre vulnérabilité. Et je crois savoir que quand chaque individu, chacun d'entre nous, quand on est connecté à notre vulnérabilité, on est beaucoup plus puissant. Et donc je trouve ça génial. Et c'est pour ça que c'était très drôle pendant le film, parce qu'il y avait quelqu'un dans le film qui confondait vulnérabilité et faiblesse. Et c'était un débat, on n'a pas lâché, même pendant des mois et des mois après ce séjour. Et donc voilà, donc du coup, savoir que ce film m'a inspiré, ça me rend très 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 heureux. Et octobre, vous me redirez, parce que je ne peux pas noter, là, ça s'arrête au mois de juin, mais j'ai retenu le 26 octobre. Le 25, il y a le 25, vous avez dit? Entre le 26 et le 28. Super. C'est l'anniversaire de ma maman le 25, je serai là. Je vais me réserver quelques mots de la fin. D'abord, j'ai oublié de remercier Laurent Beaujard et Sarah qui ont dit oui tout de suite. Et c'est vraiment chouette. Et je trouve magnifique. Et je ne doute pas des difficultés que peuvent rencontrer les producteurs des petites maisons de production. Et j'ai cru comprendre que Paprika n'était pas une grosse maison de production. De pouvoir dire immédiatement oui, bien sûr, vous aurez un lien pour que le film puisse être diffusé dans le cadre d'un événement de l'Institut de l'engagement et qu'il puisse être partagé et circuler de cette façon. Et ça nous rend heureux et ça nous fait plaisir, Frédéric, ce que vous venez de souligner, que ça vous fasse plaisir que le film existe dans un autre cadre que la télévision. Il est probable que des lauréates et des lauréats demain me demandent vos coordonnées pour pouvoir le rediffuser encore dans d'autres cadres parce qu'ils et moi, je suis immergé dans piraté. Voilà. Et puis, donc, pour terminer, et c'est aussi le dernier moment de ce qui a été, hein, au-delà de cette journée, une deuxième e-université de l'engagement et une 35e université de l'engagement, avec à la fois la promo du printemps de l'année dernière, dont c'est la dernière université qui s'envole, et puis la nouvelle promo de ce printemps 2020, dont c'était l'université d'intégration. Les lauréates et les lauréats, j'ai pris l'habitude de leur dire, et parce que je le ressens profondément, qu'elles sont belles et qu'ils sont beaux, au sens plein et profond du terme. Je le dis une énième fois pour celles et ceux qui s'envolent. Vous êtes belles et vous êtes beaux. Et je le dis probablement pour la première fois pour ceux dont c'est l'université d'intégration. Ceux que je n'ai pas eu l'occasion encore de rencontrer en vrai. Évidemment, je n'ai pas besoin de les voir en vrai pour savoir que ce sont des belles personnes, mais quand même, j'aime bien leur dire en vrai, mais là, je fais une exception. Et donc, malgré la distance et à travers l'écran, je sais que vous êtes belles, je sais que vous êtes beaux, et merci. Merci Frédéric, merci Michael, merci à toutes et tous, et je vous souhaite une bonne suite et fin de soirée. Merci. Tu vois, c'est Marc qui conclut, tu vois, pour une fois je me tais.
Mais non. Michael, vas-y. Mais moi, j'ai fait tout à l'heure ma conclusion. Ils m'ont entendu déjà tout à l'heure. Non, merci à tous. C'était un super moment. Merci Fred d'être venu et d'avoir découvert aussi l'Institut. Marc, ça fait plaisir de te revoir. Bisous à tous. Passez un très bel été et puis réalisez-vous. Il va envoyer la pub. Attendez, il va envoyer la pub. Allez, continue. À vous en régie. Non, et puis, il y a une pub que je rêve d'envoyer. Et si je pouvais, j'appuierais sur le bouton. C'est la petite vidéo, Michael, que tu as faite où tu te présentes comme un gros connard. Ah oui. Et ça, c'est pour les gens qui connaissent vraiment que c'était pas du tout de jouer. Je l'aime vraiment beaucoup, celle-ci. Tu peux la raconter en 2 secondes? Ah non, mais c'est top. Non, je vais balancer le lien et tout le monde la regardera. Oui, c'est bien. C'est qu'on est des cons comme les autres, les personnes. C'est celle-là. Ouais, elle est pas mal. Et ben, bonne soirée à tous, hein, et à très bientôt. Merci, à bientôt. Allez, merci à vous.